Bonjour à tous et bienvenue pour cette foire aux questions Stop Science, foire aux questions où j'accueille aujourd'hui Alex Bernardini. Alex, bonjour. Salut Julien. Alors Alex, tu es l'heureux animateur de la chaîne Simplex Paléo et tu es aussi un paléo-artiste. Et d'ailleurs, tu utilises ton art très souvent pour illustrer tes propres vidéos. Oui, effectivement, quand je n'arrive pas à trouver d'image pour présenter un animal, eh bien, je l'exécute et j'essaie de faire au mieux pour réaliser une image assez convaincante. Et c'est là où je fais appel à tes capacités de paléontologue pour arriver à un résultat qui soit relativement correct. C'est très gentil, merci. Euh, Donc oui, on collabore pas mal ensemble, c'est vrai. Pour mes propres recherches, tu as déjà fait 3 reconstructions deux Moscops en train de combattre, qui étaient très très classe d'ailleurs. Exact. Le Euchambersia, donc Euchambersia si on prononce à la française, qui est donc le thérapside venimeux, qui maintenant trône fièrement sur la page Wikipédia de Euchambersia. Donc félicitations pour ça. Merci. Et donc la dernière qu'on a fait, et je pense une des plus comment dire, challenging, ouais, celle qui nous a pris le plus de temps et qui a une très très belle gueule à la fin, c'est celle de Leucocephalus wewersi. Donc alors, je vais présenter aux gens ce qu'est Leucocephalus wewersi. Donc voilà, donc je vous montre maintenant la publication, donc la description officielle de Leucocephalus wewersi. Donc Leucocephalus wewersi, c'est un biarmosuchien. Donc les biarmosuchiens, ce sont ces thérapsides très particuliers puisqu'ils ont des grosses bosses un peu partout sur le crâne. Donc ici, vous voyez le crâne en vue de côté. Hop, si j'arrive à descendre, voilà. Ça, c'est le crâne en vue de côté. Il a une bosse sur le nez, il a des bosses au-dessus des yeux, il a aussi une paire de bosses à l'arrière des yeux, juste au-dessus de la fosse temporale. Donc la fosse temporale, c'est le caractère des thérapsides, hein, c'est le caractère qui fait qu'on identifie un, un représentant de cette lignée de ce qu'on appelle les prémammaliens ou les reptiles mammaliens. Et on a encore une bosse ici sur l'arcade zygomatique. Donc ces biarmosuchiens, ils sont très très particuliers et donc parce qu'ils ont un profil aussi particulier, c'est un défi d'arriver à faire une reconstruction correcte et pas trop grotesque, on va dire, de quand ils étaient vivants, quoi, finalement. Et donc c'est Bernard qui s'y est collé pour essayer de nous faire un biarmosuchien réaliste et qui ait pas l'air d'un monstre avec toutes ses bosses sur le nez. En plus d'être très bossus, ces biarmosuchiens, ils ont aussi un crâne qui est très court. Donc ça leur donne vraiment un aspect très bizarre. Très très bizarre. Donc je vais passer la parole à Alex qui va nous montrer maintenant comment il a fait pour reconstruire ce biarmosuchien. Bon déjà, la base, c'était des photos, déjà, si je me rappelle bien. On était parti du scan que tu avais fait au synchrotron, si je me souviens bien. Tu m'avais envoyé donc une vidéo du scan en 3D. D'accord. Ah oui. Voilà, et à partir de cette vidéo, j'avais fait des copies d'écran pour avoir une image transversale du crâne, de face. Et à partir de ces images de référence, j'ai commencé à rajouter par-dessus de la matière afin de créer les muscles, puis la peau. Et à partir de là, j'ai commencé à t'envoyer des images pour que tu me dises là où il fallait que j'intervienne, où je fasse des modifications. Alors la vidéo, c'est celle-ci. Il faut que tu actives le partage d'écran. Voilà, alors j'active le partage d'écran. Ah, c'est bon. Voilà, donc j'avais arrêté la vidéo sur différents moments afin d'avoir des images de référence, par exemple de face, par exemple ici, de profil. Et à partir de là, dans le logiciel,
eh ben, j'ai recommencé à reconstruire plus ou moins la forme, et tout ça toujours sous les directives bien avisées de monsieur Julien Benoît. Et donc, au bout du compte, finalement, au bout d'un moment, on est arrivé à ce genre d'image. Donc, on est arrivé à ce genre d'animal, dans un premier temps, dans lequel, comme vous pouvez le constater, il m'avait fait des petites modifications. Et au fur et à mesure, on a avancé. Alors, à chaque fois qu'il me passait des images, je me souviens bien, ou des dessins, comme celui-ci, qui me servait toujours de référence. Là, par exemple, c'est le fossile. Et au fur et à mesure, on avançait. Jusqu'à que tu me dises que c'était plus ou moins correct, que c'était pas mal. Alors, bon, à ce moment-là, on a C'est commencé. comme de la pâte à modeler en fait. À chaque fois, tu remodèles Exact. le truc et tu me demandes si c'est OK. Et puis moi, je te dis ouais. Je te dis oui, je te dis non. Ben, on appelle ça de la sculpture numérique, justement, parce que c'est exactement le principe. D'avoir comme une boule d'argile, et avec différents outils qu'on appelle des brosses, on va étirer l'argile numérique pour sculpter la forme dont on a besoin. Ensuite, on va rajouter des yeux, bien entendu, des dents, etc., etc., quoi. Cette petite flèche, je crois que c'était l'oreille. C'est ça? C'est possible, oui, ouais, il y a des fortes chances. Et au bout du compte, on est arrivé à ce genre d'animal. Alors là, bon, évidemment, ça a été déjà peint. Alors, j'ai pas les images qui sont toutes dans l'ordre, mais voilà le résultat auquel on est arrivé au bout d'un certain temps, quoi. Donc, sur tes indications, je ne sais pas si tu t'en souviens, tu m'avais dit qu'il y avait des excroissances osseuses à tels endroits. Oui, bah en fait, on peut parler ouais, un petit peu de tout le passage où on reconstitue la texture de la peau, la couleur de la peau. On est assez sur de la spéculation, bon, rationnelle toujours, mais spéculation quand même. Donc, pour arriver à savoir ce qui est censé y avoir sur la peau de ces animaux, c'est pas forcément évident. Donc, ce qu'on peut voir sur la photo du Birmosuchien qu'on a vu tout à l'heure, c'est que le bout du museau est très rugueux. Donc, ces rugosités, ça peut être indicateur d'un carré de peau extrêmement épais. Oh oui, celui-là, il est beau. Donc voilà, on essaye des trucs, quoi. On essaye des trucs et c'est de l'essai-erreur. Donc, les rugosités sur le museau, ça peut être parce que la peau est épaisse. Donc, on essaye de reconstituer la peau plus épaisse. Après, sur les bosses, on a tenté ici, par exemple, une texture plutôt lisse. Et c'est vrai que ça fait bizarre d'avoir une texture lisse sur des bosses, parce que les bosses, c'est plutôt quand même. On s'attend plutôt à quelque chose de rugueux, donc on a rajouté des rugosités. Et après, on a eu des moments où on n'était pas forcément tous d'accord sur les rugosités. Tiens, là, il y a deux photos qui viennent de passer. Peut-être que tu peux commenter justement sur l'effort de sculpture là, que tu as produit pour passer de la première à la seconde. Ah ben, écoute, à partir du crâne, comme on a vu, donc ça, c'est comment dire, les premières couches d'argile, on va dire, par-dessus le crâne. Et en fonction du fossile, ben, j'essaie de trouver, de comprendre là où sont placés les muscles, les os, afin de pouvoir mettre ben, l'argile là où il faut le mettre. Et toujours pareil, à chaque fois je reviens vers toi et on avance ainsi de suite, quoi, pour essayer d'arriver à avoir une image finale. Et comme c'est le paléontologue, donc toi en l'occurrence, qui arrive à savoir le mieux à quoi pouvait ressembler l'animal en fonction de tes études sur le fossile, on avance et on positionne les masses sur le crâne fossile, afin de pouvoir arriver à un résultat final assez convaincant. Alors, pour revenir à ce que tu disais sur la couleur, en général, on dit toujours que c'est toujours du domaine de l'artiste. Néanmoins, je pars du principe que je me base sur la couleur en fonction de l'environnement dans lequel on peut imaginer, dans lequel vivait l'animal, quoi. Parce qu'un animal qui vit dans le désert n'aura pas les mêmes coloris qu'un animal qui vit dans la savane ou encore dans l'Arctique.
comme c'était le cas pour cet animal qui vivait dans un endroit relativement froid et relativement blanc. Donc, je suis parti sur la base que ça devait être une couleur relativement claire afin de se fondre dans son environnement, quoi. Voilà Oui. comment je réfléchis. Bien entendu, je réfléchis, mais on a réfléchi ensemble sur le coup. Oui, c'est vrai que si tu peux remettre la photo précédente où on le voyait justement dans son environnement avec Là, ouais, celle-là, elle est magnifique. Donc ouais, l'Afrique du Sud, donc c'est un birmosuquin qui vient d'Afrique du Sud et l'Afrique du Sud à l'époque était située très très près du cercle polaire. Donc c'est vrai que là le choix des couleurs c'est la couleur blanche qui domine, enfin blanc gris avec quelques zébrures un peu noires précisément pour matcher l'environnement. Donc évidemment la fumée qui sort de la bouche pour montrer que c'est un animal à sang chaud, c'est un ancêtre des mammifères, donc ça c'était aussi un élément important de la reconstruction. Mais on voit quand même sur le modèle qu'il a des petites écailles. Donc sur la bosse nasale du milieu et sur la petite bosse qui est à l'avant de l'œil, il a quand même ces petites écailles qui rappellent que finalement les mammifères sont des reptiles un peu spéciaux, quoi, finalement. Bon, évidemment, je simplifie à mort et Alexis Rastier va me taper sur les doigts pour avoir dit ça. Et non, je maintiens, les mammifères sont juste des reptiles un peu bizarres. Mais voilà, on a de bonnes preuves on a des fossiles qui montrent que les reptiles mammaliens, en tout cas parmi les plus anciens, avaient des écailles. Donc Archaeotyrus, par exemple, a été retrouvé couvert d'écailles. On a aussi des Varanopidés, qui sont des pélycosaures qui avaient des écailles. Et les Birmosuchiens sont probablement parmi les thérapsides ce qui était le plus proche des pélycosaures. Donc là, pour le coup, je pense qu'on s'est pas trop trompé en mettant des écailles. Mais là, par exemple, il y a une hypothèse alternative avec justement, enfin, sans les écailles justement, exact. et sans les rugosités sur les bosses. Donc ça, voilà. Après, il y a eu débat aussi entre nous, c'est-à-dire que Michael, donc qui était le premier auteur de l'article, lui, il n'était pas très d'accord sur les rugosités. Moi, j'étais pour les rugosités et lui, il était contre et il n'était pas très pour les écailles et moi, j'étais plutôt pour. Donc, c'est pour ça que je dis on est sur de la spéculation rationnelle, c'est-à-dire oui, on invente, mais on invente avec raison, mais on n'est pas obligé forcément d'être d'accord, quoi. Et par contre, on est resté assez d'accord sur la couleur rouge des boss, parce qu'on pense que les boss, c'était avant tout des outils de démonstration, c'est-à-dire que des organes qui devaient rougir ou devenir plus colorés en fonction du comportement de l'animal et en particulier en période de reproduction. Donc le choix des bosses rouges, c'est pas anodin, ça par contre, c'est vraiment basé sur ce qu'on peut observer chez les animaux actuels, voilà, qui ont des structures. Alors pour le coup, les Birmosuchiens, on n'a pas assez de spécimens pour savoir si les bosses étaient présentes uniquement chez les mâles et pas chez les femelles, ou bien si elles étaient plus grosses chez les mâles que chez les femelles. On n'a pas encore assez de spécimens pour savoir. Donc bon voilà, comment dire, c'est un pari, voilà. C'est un pari qu'on prend d'imaginer ces bosses rougeâtres. De toute façon, on ne le saura jamais de quelle couleur elles étaient ou quoi que ce soit. Le crâne de Après, cet animal, vous l'avez trouvé où exactement? Dans le carreau aussi? oui, ça vient du Karoo. Alors, c'est un crâne qui a été découvert par un farm worker. Donc, en français, c'est un employé de ferme. Ça a été découvert par un employé de ferme. Donc, il était dans un petit nodule. Donc, le nodule avait vaguement la forme d'un crâne, quoi. Et du coup, c'était un caillou bizarre. Il l'a ramené au fermier. Les farm workers en Afrique du Sud ne sont pas du tout éduqués. Donc, globalement, ils savent pas grand-chose. Voilà, ils savent lire, écrire et c'est déjà pas mal s'ils en sont là. C'est bon, c'est un problème d'éducation dans le pays, quoi, hein. Les employés des plus basses classes sont pas très éduqués. Donc globalement, quand ils trouvent un truc et qu'ils savent pas ce que c'est, ils le ramènent au fermier qui lui a eu une éducation. Et le fermier finalement a décidé de le garder pour lui, voilà.
Donc il trônait fièrement sur sa cheminée et c'est là qu'un de mes collègues qui s'appelle Roger Smith est arrivé chez ce fermier et du coup a tenté de lui expliquer gentiment qu'il n'avait pas le droit de garder ce fossile parce qu'en Afrique du Sud, les fossiles sont protégés par la loi. Contrairement à la France, il aurait eu tout à fait le droit de le garder, mais pas en Afrique du Sud. Donc mon collègue a dû expliquer sans s'embrouiller avec le fermier qui voulait pas abandonner son fossile, que de toute façon c'était déjà foutu, en gros qu'il n'avait pas le choix que de lui filer le fossile parce que il était dans l'illégalité et qu'il fallait maintenant qu'il aille dans une institution publique. Mais bon, bref, il s'en est sorti, Roger s'en est sorti, il a réussi à avoir le fossile sans s'embrouiller avec le fermier. Euh, donc au final, il a atterri sur le bureau de mon collègue Michael, qui est un spécialiste des bières mossukiens, qui a décrit le fossile. Donc voilà, c'est toute la petite histoire derrière ce fossile. Donc oui, ça vient du Karoo, le Permien moyen, zone Atropidostoma, ça lui donne à peu près un âge de 255 millions d'années, à peu près. Wow. Donc voilà. Peut-être que vous allez en trouver d'autres quand vous serez là-bas avec l'ami Jurassique. Ce serait formidable. Ce serait formidable parce que les bières mossukiens sont extrêmement rares. On n'en trouve pas tous les ans. Et généralement, quand on en trouve un, c'est une nouvelle espèce parce qu'en plus, ils ont pas la bonne idée d'être tous pareils. Alors, pour donner une petite idée, là, c'est quelle taille cet animal? Alors le crâne en lui-même, il fait à peu près la taille de quoi? Quel animal fait cette taille-là? C'est une bonne question en fait. J'allais dire d'un chien, mais ça donne aucune indication. Les chiens ont des tailles tellement différentes. La taille d'un chien moyen gros, on va dire. Donc on est plutôt face à un prédateur. On est face à un prédateur de moyenne taille, ouais, qui devait faire la taille peut-être d'un berger allemand, éventuellement. Ah, quand même. Oui, oui, c'était une belle. C'est un beau crâne. Enfin, le crâne, si on arrive à le voir par rapport à moi, mais voilà, le crâne fait à peu près cette taille-là, mais le crâne était assez petit par rapport au reste du corps. Donc, faut s'imaginer un animal, ouais, à peu près de la taille, ouais, entre le bulldog et le berger allemand, qui avait donc ces grandes. On voit les grandes canines là justement sur l'image, donc très grandes canines. Les dents à l'arrière des canines sont très petites et peu nombreuses, ce qui est un caractère assez commun chez les thérapsides carnivores, qui avaient plutôt tendance à utiliser les incisives, attraper des gros morceaux de chair et les avaler tout rond. C'est ce qu'on retrouve aussi chez les gorgonopsiens. Les bières mossukiens ont longtemps été classés parmi les gorgonopsiens, pour indication, parce que justement ils ont une très grande canine et peu de dents à l'arrière des canines. Donc voilà, bon, c'est des animaux qu'on ne connaît pas encore très très bien et on a encore beaucoup de gens qui les étudient à l'heure actuelle. C'est finalement, il y a beaucoup de gens qui étudient ce groupe dont on a très peu de fossiles parce qu'ils sont tellement mystérieux. Le groupe lui-même n'a été isolé des gorgonopsiens qu'en 88. Ils ont un ancêtre commun. Donc c'est très récent, quoi. Hein, Pardon? Est-ce qu'ils ont un ancêtre commun avec les gorgonopsiens? Non, maintenant on pense que les biarmossukiens, enfin oui, ils ont forcément un ancêtre commun avec les gorgonopsiens, mais cet ancêtre commun, c'est l'ancêtre commun de tous les thérapsides en fait. Ça remonte très loin. Alors. Donc du coup, ouais, ça fait remonter assez loin, probablement au Permien inférieur. Donc voilà, et du coup, ce qui avait d'intéressant aussi avec ce spécimen, et on va rebondir sur tes reconstructions, du coup, c'est si tu peux me laisser le partage d'écran. C'est qu'on a retrouvé à l'intérieur du nez de ce gorgonopsien, en fait, de ce biard mossukien, on a retrouvé un, un os qui s'appelle l'anneau sclérotique. Donc l'anneau sclérotique, c'est comme chez les faucons ou c'est comme comment ça s'appelle? Les faucons, les oiseaux de proie, voilà. C'est une espèce d'organe qui entoure l'œil, mais en os, en fait. Donc c'est un anneau d'os qui entoure l'œil. Donc ce qui est intéressant, c'est que voilà, on voit
ce crâne de Birmosuchien. Et donc, ces lamelles orange et verte que vous voyez à l'écran, en fait, ce sont les deux moitiés de l'anneau sclérotique. Et donc, ça, et la reconstruction qu'a fait Alex, du coup, a permis finalement de créer cette animation où en fait on peut voir l'animal entier, voilà, se transformer en crâne et ensuite par transparence finalement arriver à disséquer finalement tout l'animal jusqu'au point où on peut montrer ses anneaux sclérotiques sans que finalement l'audience à qui on s'adresse soit perdue. Donc ça c'est une animation que j'ai montrée au congrès de la Society of Vertebrate Paleontology quand ils ont fait leur meeting à Calgary. Donc voilà, cette animation-là, typiquement, m'a permis d'économiser des kilomètres de texte parce que j'ai pas eu besoin d'expliquer finalement. C'est tellement visuel du coup, une fois que c'est fait comme ça. Donc c'est aussi l'un des grands trucs qu'Alex fait, c'est des sculptures, mais c'est des sculptures 3D, c'est pas seulement des dessins. Donc après, on peut vraiment les réutiliser dans tous les sens, faire des photos dans tous les sens de ces spécimens. Après, j'ai une autre vidéo que je peux vous montrer de ces anneaux sclérotiques. Donc voilà. Ça, c'est une vidéo qui a été faite par un de mes collègues pour montrer en fait comment sont faits les anneaux sclérotiques. Donc vous voyez là, c'est les mêmes lamelles osseuses que ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, on les voit en 3D. Et en fait, ce qu'il a réussi à faire, c'est qu'il a réussi à faire une reconstruction finalement artificielle de ces anneaux sclérotiques en réassemblant finalement les morceaux qui étaient sur le scan. Donc tout ça, c'est fait grâce au scanner 3D qu'on a fait au synchrotron à Grenoble. Et donc là, ce qu'il va faire finalement, c'est qu'il va nous montrer la position de cet anneau sclérotique. Pour ceux qui visualisent pas bien ce que c'est qu'un anneau sclérotique, voilà l'anneau sclérotique en place. Et voilà comment il s'est retrouvé dans le nez finalement. Il s'est complètement décomposé, s'est retrouvé à l'intérieur du nez. En fait, c'est une espèce de paupière, un os. Ouais, c'est pas tellement une paupière. Une paupière, ce serait que sur le dessus ou que sur le dessous. Là, c'est plus comme l'iris en fait. C'est situé juste derrière l'iris. Et c'est une iris osseuse ou je sais pas exactement comment décrire ça. Mais ça servait à protéger l'œil. On n'en sait rien du tout. Les gens qui connaissent bien les ichthyosaures savent que les ichthyosaures en avaient des énormes, particulièrement Ophthalmosaurus. Mais alors probablement chez Ophthalmosaurus, ça servait à protéger l'œil parce que c'était un animal qui vivait à grande profondeur. Mais chez un Birmosuchien, Maintenir l'œil dans sa cavité, peut-être. ouais, mais alors pour protéger de quoi? Comment? Qu'est-ce qui pouvait faire sortir l'œil de sa cavité chez les Birmosuchiens? Je sais pas. Parce que chez les primates, de mémoire, à l'époque, il fut un temps, il n'y avait pas l'os qui englobait l'arrière de l'œil. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais chez les primates, oui, il y a donc le mur post-orbitaire, mais ça, a priori, c'est à cause du développement du cerveau, en fait. Le cerveau prenant la place à l'intérieur de la boîte crânienne, en fait. Enfin, la boîte crânienne a commencé à s'étendre latéralement. Du coup, le muscle masticateur s'est retrouvé poussé vers l'avant. Du coup, le muscle masticateur frotterait contre l'orbite, en fait, enfin contre l'œil, s'il n'y avait pas la paroi post-orbitaire. Donc une fois encore, c'est pour protéger l'œil, mais les Birmosuchiens avaient ils avaient un muscle très très petit, un muscle temporal très petit, donc il n'y avait pas ce problème. Mais c'est un caractère qui a disparu chez les mammifères, on ne sait pas vraiment pourquoi, on ne sait pas exactement quand non plus, parce que évidemment c'est un os qui se préserve pas très bien. C'est ça qui est exceptionnel avec ce spécimen, c'est que c'est un os qui normalement se préserve que très très rarement, quoi. C'est juste des petits feuillets d'ossements organisés en cercle. On ne sait pas trop comment ça s'est retrouvé dans son nez, mais c'est vachement bien que ça le soit parce que ça permet aussi de déterminer s'il était diurne ou nocturne, parce que du coup, cet anneau sclérotique est directement dépendant de la taille de l'œil. Donc, du coup, si l'œil était petit, l'anneau sclérotique est petit, et ça, c'est plutôt un caractère d'espèce diurne. Et si l'œil était très grand, au contraire, c'est plutôt un caractère d'espèce nocturne. Donc là, on serait plus face à un animal
Entre les deux. Plutôt, alors comment on dit nictéméral, je crois qu'on dit nictéméral, donc plutôt d'obscurité, obscurité mais pas de nuit, quoi. Voilà. Et dis-moi un peu, tu peux nous parler de la fameuse glande pinéale, cet animal, le trou qu'on aperçoit sur le sommet du crâne? Alors, ouais, est-ce qu'on a une belle image de ça? Je vais essayer de voir. Donc ouais, cette glande pinéale, c'est quelque chose d'assez amusant. En fait, Le troisième donc, œil, il l'appelle. voilà le troisième œil. Donc si on peut avoir une image du crâne où on peut voir, oui, voilà. Hop. Donc je vais repartager l'écran. Hop. Voilà. Donc je repartage l'écran sur le crâne du Biarmo. Donc là, c'est le crâne en vue latérale. Donc ça, c'est un rendu que tu m'avais fait aussi avec ton logiciel, ça, hein. Si je me rappelle bien, tu avais réussi à épurer un peu la surface qui avait des artefacts un peu cracra. Voilà, ouais, Donc exact. ça aussi, donc ça permet de mieux visualiser l'anatomie. Et donc à l'arrière du crâne, vous pouvez voir ce trou là, qui est le trou qui s'appelle le foramen pinéal et qui était pour un œil, en fait un troisième œil qui s'appelle l'œil pinéal. Et l'œil pinéal, c'est un œil qu'on rencontre encore aujourd'hui chez certains reptiles ectothermes. Donc les varans de Komodo en ont un, les sphénodons, plusieurs espèces d'iguanes, certains lézards qui ont ce troisième œil en fait. Et c'est un œil qui ne voit que la différence entre la lumière et l'obscurité. Bon, après, il peut voir éventuellement des rayonnements que les yeux normaux ne peuvent pas voir, mais sa fonction principale, c'est quand même de voir l'obscurité et la lumière. Et donc, il communique cet œil avec une glande qui s'appelle la glande pinéale et qui, à grand coup de mélatonine, va dire au cerveau, en gros, c'est le jour, c'est la nuit. En ce moment, les jours sont longs, en ce moment, les jours sont courts. Et ça dit directement au cerveau, bah, quelle saison on est finalement. Enfin, déjà, est-ce que c'est le jour et la nuit et du coup, est-ce qu'il faut dormir ou pas? Et ça dit aussi quelle saison on est et du coup, est-ce que c'est la saison de reproduction ou pas? Et chez les reptiles ectothermes modernes, ça leur dit aussi est-ce qu'il faut qu'ils aillent se mettre au soleil ou pas? Donc, donc c'est un genre de reste en fait du passé à sang froid de nos ancêtres, les thérapsides. Alors, celui-là, on l'a reconstitué, on l'a vu tout à l'heure, on s'était dit qu'il était certainement à sang chaud. Mais c'est vrai qu'avec la présence de cet œil pinéal, on pourrait tout aussi bien argumenter qu'il était à sang froid. C'est-à-dire que l'argument pour dire qu'il était à sang chaud, c'est que il est sur la lignée qui mène aux mammifères. Et après, on a fait des coupes histologiques dans les os de ces animaux qui montrent qu'il avait une croissance assez rapide. Enfin, on a toute une série d'arguments quoi, qui permettent de dire que cet animal était à sang chaud. Mais c'est vrai que la présence de ce troisième œil est un contre-argument finalement. Donc encore une fois, on en revient à la licence artistique et à la prise de décision. Voilà, est-ce qu'on décide de représenter cet animal comme un animal à sang chaud ou est-ce qu'on décide à le représenter comme un animal à sang froid? Donc là, ce qui a poussé notre décision pour dire que c'était à sang chaud, c'est aussi justement cet environnement dont on parlait tout à l'heure, qui est l'environnement presque polaire de l'animal. Donc l'un des arguments pour dire que les thérapsides sud-africains étaient à sang chaud, c'est aussi parce qu'ils vivaient dans un environnement polaire et qu'ils étaient extrêmement prolifiques. Il y a aussi le rapport prédateur-proie qui est différent entre les espèces à sang chaud et à sang froid. Globalement, les espèces à sang froid, vous allez avoir beaucoup plus de crocodiles. Dans la nature actuelle, les carnivores à sang froid ont besoin de moins de nourriture. Donc, par exemple, il y a beaucoup plus de crocodiles qu'il n'y a de lions, par exemple, dans la savane. Pourquoi? Parce que les crocodiles, finalement, ont besoin de moins de nourriture, donc ils peuvent se permettre d'être plus nombreux. Pour la même quantité de proie, il y aura 10 fois moins de lions que de crocodiles. Et ce qu'on voit dans le Karoo, parce qu'on a un très très bon enregistrement des fossiles, c'est qu'il y a une énorme quantité de proies qui s'appellent les dicynodontes et très très peu de prédateurs. Donc parmi lesquels les biarmosuchiens qui sont, comme je l'ai dit, extrêmement peu nombreux. On a les gorgonopsiens qui sont aussi relativement rares. Quand on trouve un gorgonopsien, on est content. On est vraiment très content.
Et quand on on a les thérocéphales, mais les thérocéphales, c'était plutôt des petits prédateurs, sauf au Permien moyen, quand il n'y avait pas encore de gorgonopsiens. Mais une fois le Permien supérieur, là, les gorgonopsiens deviennent extrêmement rares. Donc voilà, finalement, c'est une balance, c'est une décision qu'on a prise ensemble avec les collègues et avec Alex, de voir déjà si c'était possible de le représenter comme un animal à sang chaud et de faire cette fumée. Donc peut-être que tu peux nous expliquer comment tu as réussi à faire cette fumée. Ouf. Alors, c'est plus de la 3D, là. Hein. Là, c'est du montage Photoshop, hein. Ce qu'on appelle le compositing. Parce que, en gros, donc, une fois que tu as fait ta bestiole sur numérique, c'est donc ce qu'on appelle un rendu. Donc, à partir de l'image, on fabrique une image définitive avec les ombres, etc. Quoi, tous ces détails. Et ensuite, je passe sur Photoshop. Et dans Photoshop, je vais un peu agrémenter tout ça, quoi. C'est-à-dire que c'est là, à ce moment-là, que je vais mettre un fond, par exemple. En l'occurrence, sur l'image que nous avions, on avait mis un fond avec une aurore boréale pour bien faire comprendre que ça se passait dans un environnement polaire. Et ensuite, j'ai rajouté de la fumée, pareil, sous Photoshop. Alors, je me souviens plus exactement, mais j'ai sûrement dû accentuer certaines choses sur l'animal, mettre des ombrages, enfin, ce qu'on appelle du compositing, c'est-à-dire finaliser l'image pour avoir un résultat optimal en termes visuels, quoi. Et la fumée, écoute, je ne sais plus exactement comment je l'ai faite à l'origine. Sur le coup, il y a différentes façons dans Photoshop de créer de la fumée, quoi. En l'occurrence, de la fumée blanche qui serait plus une espèce de vapeur, quoi, je sais pas, on peut appeler ça de la vapeur, ce qui sort des naseaux. C'est froid. Et bon, ça donnait bien ça faisait bien comprendre, en fonction de l'image arrière, où on est dans un endroit froid, que c'est un animal à sang chaud, quoi. Le fait qu'il puisse expulser de la vapeur comme ça. C'était plutôt bien imaginé, me semble-t-il. Ouais, puis ça lui donne. Puis t'avais fait cette vue en contre-plongée qui lui donne un aspect assez impressionnant, assez terrifiant au final. Ouais, ça c'est le côté plus tactique. C'est un monstre. Non, c'est gros comme un chien. Non, mais c'est pour le mettre en exergue, quoi. Ouais. Bon, Ah, même s'il n'était pas énorme, à mon avis, se tomber devant un animal comme ça ne devait pas être, vu la dentition qu'il a, et ça devait ouais, être. ça devait pas être un cadeau, ouais. Et alors, je vois, bah, il y a l'œil aussi. On a eu pas mal de discussions autour de ce à quoi l'œil devait ressembler. Ah, ça aussi, c'est compliqué. Parce que bon, est-ce que les reptiles, enfin, tout au moins les thérapsides, avaient des yeux encore en forme de reptiles? Ou alors des yeux comme celui que j'ai fait là, qui ressemble plus à un œil, un gros bovidé. C'était un choix à faire. Hein. Bon, je sais pas. Je sais Ah, pas. c'est vrai que pour un animal qu'on imagine justement chassé à l'obscurité, on aurait pu partir sur un œil en forme de, comme tu disais, en forme de reptile, quoi, comme les chats aussi, hein. Voilà, ouais. Un espèce d'œil en forme de fente. Cet œil reptilien, du coup, ça marchait pas terrible. Et il y a aussi, après, c'est vrai que il faut vraiment se poser la question en fait de cette forme d'œil pour réaliser à quel point les yeux ont différentes formes finalement chez les animaux modernes. Il n'y a pas seulement en forme de fente ou en rond, ou il y a aussi des yeux qui sont carrés chez les bovidés, par exemple, chez les herbivores. Il y a beaucoup de formes d'œil carré. Il y a des yeux qui prennent toute la place, enfin, qui sont complètement noirs, du coup. Il y a des yeux qui montrent le blanc de l'œil, enfin. Et Et c'est là qu'on se... à savoir s'il n'y a pas eu des yeux qui n'existent plus aujourd'hui, hein, parce qu'il y a tellement de variations dans les yeux. C'est ça. Tu regardes un poulpe, tu as des yeux de ça. Maintenant, tu prends une crevette, ou pas une crevette, mais une langouste. Il y a vraiment des formes vraiment particulières chez les animaux au niveau des yeux. Alors, on pourrait imaginer qu'il y a eu des yeux déjà encore différents, surtout au début
mammifères, donc c'est des thérapsides, à savoir moitié lézard, moitié reptile. Qui sait, qui sait. Ouais, complètement, complètement. Et puis, et le problème, c'est aussi que ça touche à l'anthropomorphisme, c'est-à-dire que, enfin, je vais remontrer, je vais repartager l'écran, je vais le remontrer et regardez comme il a un beau regard bien cute. Et mais c'est, enfin, au final, ça, on est resté finalement sur un choix qui était purement esthétique parce que comme on disait, l'œil de reptile, ça lui donnait juste l'air un peu débile, quoi, au final. Et c'est aussi savoir à quel point l'expressivité de ce regard, finalement, c'est aussi une question clé, c'est-à-dire qu'on fait pas seulement une image, on donne pas seulement une représentation précise de l'animal, on essaye aussi de faire une représentation qui va permettre de finalement d'illustrer un article et un peu de le vendre aussi. C'est-à-dire qu'on faut quand même qu'on fasse quelque chose qui est regardable au final. Ah, Et ça fait mal de le dire, mais il faut quand même que ce soit beau à la fin et que si c'est précis et moche, bah, le problème c'est que ça va pas attirer le chaland, quoi. ah, mais il faut que ça lui donne une expression. C'est ça, du reste, la difficulté de l'œil, c'est ça. Pour que ça donne une expression au visage de l'animal, que ça lui donne, allez, je vais me permettre de dire, que ça lui donne une âme, ce qui Oui, fasse exactement. vivant, quoi. C'est Tu vois. exactement ça. C'est Parce que si tu fais quelque chose de terne, ça va faire comme si tu regardais une figurine, c'est plat, quoi. Et bon, on dit toujours que l'œil est le miroir de l'âme. Donc eh c'est oui. ça qui va faire la différence, quoi, souvent, l'œil. Bah oui, et du coup, c'est pour ça que là, on en arrive presque à l'organe finalement pour lequel le critère va être majoritairement l'aspect et pas tellement la science, quoi. Ben, C'est-à-dire que si ça renvoie, si nous, en tant qu'être humain, on n'arrive pas à s'identifier à ce truc-là et à regarder cet animal dans les yeux, au final, bah, c'est un échec. Pour le paléo-artiste comme pour le paléontologue qui sont derrière la reconstruction, c'est un échec parce que si les gens regardent ce truc-là en disant ouh, qu'est-ce que c'est que cette merde, je veux dire, c'est qu'on a échoué, quoi. Et donc là, l'œil, ça va être presque que des considérations purement esthétiques parce qu'au final, tout ne va pas avec tout, quoi. alors là, pour le coup, tu vois, concernant l'œil, je n'ai pas le souvenir exact, mais il est évident que ça n'a pas été le premier jet. J'ai dû en faire un paquet les yeux avant d'arriver à en trouver un qui lui donnait quelque chose, quoi. Quelque chose de vivant. Mm. Parce que j'ai dû commencer en mettant des images, j'ai dû le peindre, enfin, avant d'arriver à donner vraiment une espèce de vivant, c'est pas évident, quoi. C'est assez difficile même. Tu l'avais choisi avant ou après le fond, l'œil? Parce qu'en plus, il faut que l'œil il reflète le paysage, entre guillemets. Non, mais ça, avec Photoshop, après, ça peut s'arranger, quoi. Honnêtement, je m'en souviens pas, parce que ça date quand même de 2017. D'après la signature en bas de l'image, j'ai vu que c'est de 2017. Donc, je n'ai pas un souvenir particulièrement précis, quoi. Je me souviens avoir travaillé dessus, je me souviens avoir refait, quand tu m'as donné l'animation, Mm. l'objet 3D que tu avais ramené du synchrotron, qu'on a nettoyé, qui a été la base de tout. Mais après, des détails comme ça, je ne serais pas sûr. Je veux dire, ce que j'ai fait, comment je l'ai fait, quoi, tout au moins. Mais bon, ça rendait plutôt pas mal comme ça, alors D'accord. j'ai Et au vendu. final, et donc au final, pour en arriver là, c'était à peu près combien? Combien de temps t'as bossé là-dessus? À peu près 6 mois, je crois. Oh, enfin, je sais pas 6 mois à temps plein, hein. Mais bon, évidemment, à chaque fois, ben, je suis obligé chaque fois que je fais une étape, je me sens obligé de revenir vers toi afin que tu me le valides, de façon que ça reste le plus cohérent possible par rapport à l'idée que tu as de l'animal. Euh, je dirais que à temps complet, ouais, un petit mois de boulot, on va dire, peut-être. Je ne saurais pas te dire exactement. Tu travailles 4 heures par-ci, 10 heures par-là, 5 heures par-ci, 10 heures par-là. Et puis, bon, avant, tu fais des tests. Il y a pas mal, tu vois, la bestiole, pour arriver à ça, déjà, combien de j'ai dû en faire, quoi. Ils sont partis à la poubelle. Des fois, quand je regarde mes fichiers, je vois version 7, 8, 9, 10, 12, 15, jusqu'à que j'arrive à trouver le truc.
soit le plus abouti et le plus réaliste possible, quoi. Et bon, donc je ne saurais pas le quantifier. Honnêtement, je ne saurais pas le quantifier. C'est pas un métier que tu te dis, bon, allez, j'y vais, je commence, et pam, 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 je vais jusqu'au bout. Non. Entre-temps, tu fais des recherches, tu regardes le fossile. Alors moi, je ne suis pas un paléontologue, je ne sais pas lire un fossile, mais pour moi que je l'ai observé dans tous les sens, pour arriver à imaginer les muscles. Parce que, euh, en fait, un animal, les muscles sont toujours posés de la même façon, quoi. Donc, tu regardes comment sont placés les muscles sur un crâne humain, et à partir de là, tu extrapoles pour les placer sur un animal qui n'est pas humain, quoi. Et à partir de là, bon, tu peux donner des masses et ensuite mettre la peau par-dessus, quoi. Enfin, je veux dire par là que j'ai passé beaucoup de temps à regarder le fossile, à essayer de comprendre comment l'animal pouvait être, quoi, on va dire. Enfin, après, bien sûr, il y a une grande part, c'est pour ça qu'on dit que l'artiste, pas l'égo-artiste, parce que bon, voilà, il y a une grande part qui est la pure spéculation, quoi, notamment la couleur, comme on disait tout à l'heure. Mm. C'est pour ça que je m'en remets à toi, parce que c'est toi qui sais. J'endosse la responsabilité. Écoute, là, j'ai travaillé sur Arco Venator, ça a été exactement le même schéma, et cette fois-ci, c'était Thierry Tortosa qui, lui, pour avoir étudié les os pendant des heures et des heures, arrivait à se faire une image bien précise de l'animal, donc c'est lui qui me donnait un peu les directions à prendre, quoi. Après, la couleur, là, c'est un peu débrouille-toi. Moi, on me dit, il vivait dans une zone qui était comme ci, comme ça. Bon, ben, à partir de là, je me dis, bon, je regarde. Là, je ne vais pas faire de l'anatomie comparée, mais c'est plus ou moins la même chose, quoi. Quel est l'animal qui vit dans cet environnement? C'est un tel. Bon, qu'est-ce qu'il y a comme animal dans cet environnement? Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Quelles sont les couleurs qu'ils ont? Et tu fais une, comment dire, ouais, tu étudies ça et après tu fais un animal un peu comme tu l'imagines, quoi, en fonction de ce que tu vois dans l'environnement actuel aujourd'hui. Voilà. D'accord. Et ouais, et du coup, avec l'Arco Venator, ce que tu as fait de bien, c'est que, enfin, en plus, c'est que, encore une fois, comme c'est une sculpture 3D, tu as pu l'imprimer en 3D du coup. Alors ça c'est nouveau, ça oui. Ça faisait un moment que ça me travaillait parce que bon, les imprimantes 3D maintenant commencent à être à des tarifs relativement abordables. Et ça me taquinait parce que c'est vrai qu'on a beau faire des trucs en 3D, mais au bout du compte, on n'a toujours que des images. Et avoir un objet en 3D, bon, j'en ai pas mal de figurines sur mon bureau, moi aussi, hein. Et notamment des animaux qui n'existent pas, oui, c'était un challenge. Et effectivement, donc j'ai essayé. Alors en l'occurrence avec Carcovenator, parce que c'est un animal qui était relativement complet au niveau de la forme, quoi, hein. Alors que Guillermo, par exemple, nous n'avons que le crâne. Alors, ouais, tôt ou tard, je pense que je l'imprimerai, Guillermo. Mais ce qui me gêne un peu, c'est que ça va faire un peu comme, tu sais, ces trophées de chasse. On a fait la... Et, et ça me plaît pas du tout, quoi, les trophées de chasse. Mais oui, pareil pour Chamberzien, comme on a travaillé que sur le crâne, c'est pour les mettre au mur comme des trophées de chasse, je trouve ça un peu glauque, quoi. Mais et tôt ou tard, je pense que je l'imprimerai rien que pour l'avoir sous les yeux et le toucher, quoi. Ah, mais tu peux l'imprimer et écrire en dessous, aucun thérapside n'a été maltraité durant la... Ah, je pense que je le ferai tôt ou tard. Rien que pour avoir un souvenir du moment. Parce que bon, ça a été une bonne expérience, quoi. Parce qu'il y a une différence entre modéliser des dinosaures ou n'importe quel animal, comme ça, tout à fait artistiquement, sans savoir où on va, et après de travailler avec un professionnel comme Tortosa ou toi-même. Je trouve que c'est un exercice qui est beaucoup plus intéressant parce que c'est plus enrichissant, surtout quand on s'intéresse à la paléontologie, parce que à chaque fois, quand on travaille comme ça, bah, tu m'expliques des choses en plus de l'anatomie, et donc c'est pas du tout le même boulot que de, allez, je vais faire un T-Rex. Un T-Rex, il y en a des kilos, tu me diras, hein. Alors que des Birmo, ben, il y en a qu'un, quoi. Pareil pour Arcovenator. Ce qui est intéressant, c'est que tu te dis, voilà,
n'y a aucune reconstitution qui a été faite jusqu'à présent. Et là, tu l'as fait sous la directive du paléontologue qui la connaît le mieux. Et la façon de travailler est différente, quoi. C'est vraiment très enrichissant, je trouve. Et en plus, ça apporte un plus pour le paléontologue, c'est cool. Oui, oui, c'est vrai que enfin, la plupart des paléontologues sont juste pas capables, ne serait-ce que de dessiner. Donc, ouais, c'est clair que nous, ça permet aussi de. Enfin, on aime nos fossiles, mais ça permet quand même de visualiser mieux ce qu'on regarde au final. C'est vrai que ça fait toujours un petit passement au cœur de voir pour la première fois la reconstruction, soit en dessin, soit en 3D, comme toi tu l'as fait. Ça fait toujours un passement au cœur parce qu'on se dit waouh, Ouais, ben, c'est ça que je regarde, quoi. de l'autre côté, c'est pareil, parce que bon, quand tu commences avec ton stylet en train de modeler ton truc, que tu vois apparaître les formes, bon, après, au moment, tu le vois plus, tu as la tête dans le guidon, tu bosses, tu bosses, tu bosses. Et puis après, quand tu prends un peu de recul, tu te dis, merde, ça ressemblait à ça, et ça devait exister. Là, c'est là qu'il y a l'instant magique. Tu te dis, waouh, quand même, il y a des trucs comme ça qui parcouraient les terres, la planète, c'est dingue. C'est dingue. Et encore, c'est pas un animal monstrueux, c'est pas un dinosaure de 15 mètres de long, hein, mais c'est quand même. Voilà, après, moi, ça enflamme mon imagination. Ok. Alors, on arrive doucement vers la fin de l'interview. Peut-être un dernier mot pour. Est-ce que tu as des conseils pour les gens qui veulent devenir paléo-artistes? Oula, des conseils. Vu que je me considère pas vraiment comme un vrai paléo-artiste, c'est pour ça que sur mes cartes de visite, j'ai marqué apprenti. Et ben, encore une fois, tu vois, ce que je disais, c'est où tu prends un animal quelconque et tu le modélises de façon tout à fait arbitraire, ou alors tu as la chance, comme moi, de pouvoir travailler avec des paléontologues qui vont t'orienter et vraiment faire du paléo-artiste, à savoir vraiment de la reconstitution, quoi. Maintenant, donc voilà, si tu veux, pour les personnes qui veulent faire vraiment paléo-artiste, ben, il faut se rapprocher de paléontologues, quoi. Il n'y a pas. Voilà. Il faut absolument connaître des paléontologues avec qui bosser, qui peuvent donner de leur temps et qui s'intéressent aussi. Hein. Parce que si c'est juste pour faire de la modélisation, ça, il y en a des dizaines sur Internet. Et des bien meilleurs que moi, quoi. Des bien meilleurs que moi. Mais voilà, on ne fait pas tout à fait le même boulot, quoi. Alors maintenant, comme tous les métiers artistiques, c'est très difficile. C'est très difficile. Parce que, à moins d'avoir de connaissances et être introduit dans un certain milieu, euh, les métiers artistiques, ça ne paye pas vraiment. Quoi. C'est très difficile comme métier. Franchement, il vaut mieux faire de l'informatique. Taper du code, ça rapporte plus d'argent. Oui, ouais, bah, ouais, le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'argent dans la recherche paléontologique. Donc, c'est vrai que, enfin, C'est le moins qu'on puisse dire. si on n'a pas les moyens, ouais, si on n'a pas les moyens de se payer enfin, on n'a pas souvent les moyens de se payer un artiste, quoi. Voilà, c'est ça. Et demander de l'argent aussi pour faire quelque chose que la plupart des gens considèrent comme trivial aussi. Faire des reconstructions, parce que même les journaux, souvent, des fois, enfin, je dis souvent, des fois, non. Même les journaux, des fois, acceptent pas forcément de publier des reconstructions parce que justement, il y a trop de. Il y a enfin, les éditeurs des journaux sont aussi des chercheurs et certains chercheurs ont des philosophies des façons de penser la science qui sont un peu tranchées, on va dire. Donc pour eux, l'artiste, c'est pas un scientifique et ça, la reconstruction n'a pas sa place dans un ouvrage de recherche, quoi. Donc c'est vrai que c'est vraiment pas facile d'arriver à nouer une relation avec un paléo-artiste quand on est paléontologue parce que justement, il faut pouvoir justement avoir cette relation de voilà, je te commande des choses, je peux les payer, je sais où on va les publier, etc., etc., quoi. Faut... Voilà, à moins d'avoir affaire à un passionné comme moi, qui me dit que, bon, après, ça fait toujours plaisir de voir son travail sur le Wikipédia, par exemple. Hein.
C'est sûr que c'est pas ça qui paye les factures, mais quelque part, ça fait quand même plaisir. Ça fait plaisir. Donc, et qui sait, après, avec le temps, on se fait reconnaître et on est connu par d'autres paléontologues. Voilà, au congrès, par exemple, certains paléontologues m'ont dit que oui, peut-être qu'il faudrait appeler à moi quand il aura le besoin. Maintenant, est-ce que ça paiera les factures? Ça, c'est une autre histoire. Adviendra ce qui adviendra. En tout cas, c'est un métier qui me plaît beaucoup et j'ai bien l'intention de continuer. Et on continuera ensemble, Julien. Même si tu me payes mal, ou que tu me payes beaucoup, à côté de ça, tu me rends le service, puisque c'est toi, parce que, il ne faut pas l'oublier, c'est quand même toi qui me relis la majorité de tous mes scripts. Donc toi aussi, je te sollicite. Ouais, ouais, en fait, relire tes scripts, ça me prend 1 heure, grand maximum. Quand même, les productions que tu fais sont. Enfin, on voit qu'il y a des. Comme on disait tout à l'heure, ça nous est arrivé de rester 6 mois à faire des échanges comme ça. Et même si c'est pas à temps plein, je veux dire, cumulé, ça doit représenter des dizaines, voire des centaines d'heures. Je sais pas exactement si tu t'es déjà. Non, parce que, comme ça me plaît, je compte pas. Ok. Eh ben, merci beaucoup Alex. Donc je vous rappelle l'adresse de sa chaîne, Simplex Paléo. Allez voir, l'adresse sera en description. Merci de nous avoir regardés et à très bientôt sur Stop Science. Au revoir. Salut Julien.